La parole est maintenant à Frédéric Petit, rapporteur de la Commission des Affaires étrangères. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour 10 minutes. On a un chronomètre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur pour avis, chers collègues, le 1er janvier 2019, la Convention multilatérale qui traduit en actes une partie du plan de l'OCDE pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices est entrée en vigueur en France. 10 ans après le début de la crise économique, ce référentiel initie un bouleversement des règles et de la fiscalité internationale. Cet instrument multilatéral a pour effet de modifier instantanément toutes les conventions fiscales mutuelles des pays signataires. Ce fonctionnement inédit présente l'immense avantage d'avoir évité de renégocier, de re-signer, de re-ratifier une par une l'ensemble de ces conventions. Dans ce cas, pourquoi sommes-nous saisis de cette convention qui, en grande partie, se contente de faire application du référentiel de l'OCDE, dont le Luxembourg est également signataire? Deux raisons. D'une part, le Luxembourg a accepté dans notre convention d'aller beaucoup plus loin vis-à-vis de la France que ce qu'il avait accepté dans le cadre multilatéral. Ce n'est donc pas qu'une partie, mais la quasi-totalité de l'instrument multilatéral, et même au-delà, qui pourra s'appliquer dans nos deux pays. D'autre part, pour ambitieux qu'il soit, le modèle de l'OCDE ne couvre pas tout le champ des conventions bilatérales. En particulier, l'évolution du droit interne dans chaque pays et certains enjeux comme le phénomène transfrontalier. La renégociation de nos relations fiscales avec le Luxembourg exigeait un débat au Parlement, tel qu'il a eu lieu au sein de la Commission des Affaires étrangères. Oui, ce pays s'est illustré par sa pratique déloyale des rescrits fiscaux et sa fiscalité très avantageuse. Le Luxembourg est aujourd'hui sur la voie d'une certaine normalisation, et ce pour deux raisons principales. D'un côté, celui-ci est sensible aux critiques de ses partenaires européens et de la communauté internationale. Et de l'autre côté, le Luxembourg est de plus en plus conscient de sa dépendance économique à l'égard de ses grands voisins. Disons-le nettement, cette convention traduit de réelles avancées, de façon très concrète, des revenus qui, jusqu'ici, échappaient à l'impôt en France, pourront être désormais imposés en France. Il y a d'une part des avancées au titre de la reprise de l'acquis multilatéral. La nouvelle convention offre, par exemple, la possibilité à l'administration de refuser les avantages prévus par la convention lorsqu'un montage a été conçu uniquement dans un but fiscal. Cette disposition permettra de lutter efficacement contre ce que j'appelle les tricheurs légaux, a priori, on pourra lutter contre a priori, dès l'intention, et sans que le droit soit obligé de constamment les rattraper dans leurs trouvailles nouvelles. Par ailleurs, la nouvelle convention redéfinit ce qu'est un établissement stable, une notion qui permet d'imposer les entreprises dans les pays où elles exercent effectivement leur activité. Le texte entre dans le détail pour contrer les multiples formes de contournement du statut d'établissement stable qui existait jusqu'à présent. Il s'agit d'une disposition d'autant plus intéressante que le Luxembourg n'y avait pas souscrit dans le cadre de l'accord multilatéral. Il y a aussi dans cette convention des avancées qui dépassent le cadre de l'OCDE. C'est le cadre de la clause dite de participation substantielle. Un résident luxembourgeois qui vend des actions d'une société française est en principe assujetti à l'impôt au Luxembourg. Il le sera désormais imposé en France si ce dernier, s'il cède une participation substantielle, c'est-à-dire plus de 25%. La France pourra donc enfin imposer les entrepreneurs qui aujourd'hui déménagent leur société au Luxembourg, généralement juste avant, pour bénéficier d'une imposition plus avantageuse sur la vente de leur société. Cette pratique, très difficilement quantifiable, mais bien connue dans les cessions de petites et moyennes entreprises. Cette convention offre des contreparties au Luxembourg. Les pensions de sécurité sociale restent imposées dans l'État de la source, alors que la France aurait eu intérêt à ce qu'elles soient imposées dans l'État de résidence. Compte tenu du nombre de travailleurs frontaliers, qui est aujourd'hui à plus de 100 000, le lieu d'imposition de ces futurs retraités représentera, dans les années à venir,
un enjeu financier de plus en plus considérable à mesure des départs à la retraite de ces dits travailleurs transfrontaliers. Je tiens à écarter tout malentendu. Cette convention donnera à la France les moyens de mieux imposer les flux financiers à destination ou parfois localisés artificiellement au Luxembourg. Mais elle n'a pas vocation à faire converger la fiscalité française et luxembourgeoise. Cette convention constitue un premier pas nécessaire avant une éventuelle harmonisation qui, bien que souhaitable, reste encore lointaine. Je souhaite consacrer le temps qui me reste aux enjeux qui touchent le transfrontalier. Les travailleurs transfrontaliers ont la caractéristique d'habiter dans un pays et de travailler dans l'autre. Dans l'immense majorité des cas, en ce qui nous concerne, il s'agit de personnes qui résident en France et qui travaillent au Luxembourg. Puisqu'ils y travaillent et qu'ils y sont donc physiquement présents pendant la grande majorité des jours de l'année, ces salariés sont redevables de leur impôt sur le revenu au Luxembourg. Leur présence sur le territoire français se traduit par des dépenses élevées pour les services publics, sans que l'État français ni les collectivités mosellanes ou meurthe-et-mosellanes n'obtiennent de juste retour en matière fiscale. Cette situation, qui n'est pas nouvelle, pose un réel problème car elle se traduit par un appauvrissement des régions frontalières dans lesquelles vivent des personnes qui sont pourtant très bien rémunérées. Le Luxembourg a pris conscience de ce déséquilibre et des coûts que représente sa main-d'œuvre pour les services publics en France, mais aussi en Wallonie et en Sarre. À court terme, pour produire un effet d'entraînement, il serait souhaitable de renforcer les cofinancements franco-luxembourgeois dans des projets d'intérêt commun. Cette solution présente l'avantage d'être acceptée par le Luxembourg et de responsabiliser les deux pays autour du développement équilibré de la région. Ces cofinancements, à mon avis, ne peuvent cependant pas se contenter de viser les infrastructures directement nécessaires à ce flux de transfrontaliers, mais se tourner également vers les services publics plus généraux et les services d'attractivité locale, l'école, la formation, la culture. À moyen terme, la France et le Luxembourg pourraient systématiser l'accord qui existe entre le canton de Genève et les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, par exemple, qui pourrait servir de modèle pour mettre en place ce qu'on appelle des transferts compensatoires. Cette solution, apparemment juste, favoriserait, à mon avis, le maintien du statu quo. Elle est trop statique dans le cas de la région qui nous concerne, l'espace transfrontalier, qui est très homogène, cet espace qu'on appelle le Sarre-Lorlux ou le Sillon mosellan. Je rappelle que le Luxembourg a pris conscience d'être aujourd'hui très dépendant de la main-d'œuvre qui vient de ses trois grands voisins, de cette perfusion quotidienne et de la fragilité structurelle de cette organisation si l'espace transfrontalier n'est pas rééquilibré dans un co-développement stable et partagé. Le débat public au Luxembourg, aujourd'hui, porte sur la pénurie de main-d'œuvre en grande région, sur la fiscalité des chauffeurs routiers luxembourgeois, qui devient beaucoup moins intéressante, par exemple, suite à l'adoption patiente de ces nouvelles conventions. La solution à terme est bien la création d'une région transfrontalière qui mènerait un plan de co-développement global et cohérent dont le financement et le contrôle seraient communs. Une telle expérience menée à l'échelle Sarre, Sillon, Lorrain, Wallonie pourrait servir de laboratoire afin de progresser sur la voie de l'harmonisation fiscale. J'ai donc été assez surpris par les positions prises par certaines de nos oppositions. J'avoue ne pas comprendre comment on peut raisonnablement voter contre cette ratification, sinon par méconnaissance ou par volonté d'agiter étiquettes et drapeaux simplificateurs. Certains veulent voter contre. Monsieur Mélenchon, s'il vous plaît. Certains veulent voter contre au motif que nous serions une simple chambre d'enregistrement. C'est faux. Tout d'abord parce que les traités internationaux sont toujours négociés par l'exécutif, déjà il y a 100 ans. C'est dans quelques semaines que nous fêterons les ratifications de l'armistice. C'est faux également parce que, justement, si nous ne ratifions pas cette nouvelle convention, ou si le Parlement du Luxembourg ne la ratifie pas, elle n'entrera pas en vigueur, tout simplement. La convention de 1958 serait donc automatiquement renouvelée par le système de l'OCDE, ce qui serait là une faute, un abandon des concessions que notre exécutif a obtenues. D'autres lancent un appel à la rétorsion contre nos voisins, qui nous ont volé pendant des années. Au-delà des grands mots, comment proposez-vous d'avancer si vous rejetez déjà les acquis de cette convention ?
Voulez-vous bloquer le travail qui se prolonge dans les négociations bilatérales, dans les négociations transfrontalières, dans les négociations régionales? Voulez-vous la guerre économique ou administrative, la guerre plus ou moins froide avec un pays voisin? Cette convention n'est qu'une étape, certes, mais une étape indispensable pour plus d'efficacité au regard des efforts qui doivent être menés. D'autres, enfin, contestent la légitimité de négocier avec un pays qu'ils qualifient de paradis fiscal. Je m'intéresserai à l'efficacité. Je rappelle que voter contre la ratification de cette nouvelle convention, c'est voter pour une situation qui permettra toujours aux entrepreneurs de se domicilier au Luxembourg juste avant la mise en vente de leur société. Conclure, monsieur. Aux sociétés de services Lorraine, je finis, Monsieur le Président, aux sociétés de services Lorraine employant des résidents en Lorraine, travaillant pour des clients lorrains sur le territoire lorrain, de se domicilier à Esch-sur-Alzette, etc., etc. Aujourd'hui, ceux qui votent contre votent pire pour la France. Je vous remercie, monsieur le rapporteur.